Bonjour, bienvenue à la COMFI, à la Commission des Finances, toujours dans le bureau du président, puisque je suis toujours président de la Commission des Finances, pour ce deuxième épisode. On va d'abord parler de budget, de finances, puisque je vous avais laissé il y a un mois, on rentrait dans la période du débat budgétaire. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, il y a eu 4 49.3. Je vous rappelle rapidement le 49.3, c'est quand un gouvernement estime qu'il a des difficultés pour trouver une majorité à l'Assemblée et il décide tout simplement de ne pas voter. Voilà, l'Assemblée ne vote pas le budget, qui est quand même théoriquement une des prérogatives les plus importantes de députés, de la représentation nationale, eh bien on nous prive du vote. Donc c'est un coup de force évident. Moi je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de démocratie au monde où, comme ça, le Parlement est privé de voter le budget et le gouvernement peut le passer en force. Donc il l'a fait à 4 reprises, 2 fois sur le projet de loi de finances, donc c'est le budget de l'État, 2 fois sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est le budget de la sécurité sociale. À chaque fois, notre groupe, France Insoumise, a posé une motion de censure pour qu'on ne banalise pas le 49.3. Il n'empêche, le gouvernement l'a mis en place. Je voudrais surtout m'attarder sur un de ces 49.3 qui a quand même été assez symptomatique des difficultés du gouvernement. C'est le 49.3 sur le projet de loi de finances partie 2, c'est-à-dire la partie des dépenses. Et donc le gouvernement a commencé certains débats, et puis au bout de 4 débats, il s'est aperçu qu'il était très mal emmanché, parce que dans 2 d'entre eux, il a très nettement perdu, et les oppositions lui ont imposé des amendements tels que les articles en question, les missions, on appelle ça des missions budgétaires, étaient tellement éloignés de la mission d'origine que le gouvernement ne s'y retrouvait plus et que la majorité n'a même pas voté pour ces missions. Alors il y en a 2, il y a mission Outre-mer, c'était un vendredi soir à l'Assemblée, très beau moment parlementaire, avec tous les députés d'Outre-mer, quelle que soit leur attache partisane, qui ont tous voté à peu près la même chose, c'est-à-dire une trentaine d'amendements qui permettaient aux Outre-mer de récupérer 250 millions d'euros pour faire face aux besoins des DROM, des Outre-mer. Donc premier moment. Deuxième moment, c'était sur la question de la transition écologique, où là, le gouvernement a dû concéder pas moins de 15 milliards d'euros d'amendements, 12 milliards pour la rénovation thermique, 3 milliards pour développer le fret ferroviaire, les petites lignes, les transports du quotidien. Alors ça aussi, ça a été un grand moment parce que le gouvernement n'a pas arrêté de dire « vous n'êtes pas responsable, comment vous pouvez voter de telles sommes ?» C'est un peu sidérant de comprendre ça. Il suffit de regarder ce qui est en train de se passer avec la COP27, avec malheureusement les progressions toujours continues d'émissions de CO2, pour voir que ceux qui sont irresponsables, c'est ceux qui, par exemple, nous proposent, comme le gouvernement aujourd'hui, de n'augmenter le budget des rénovations thermiques qu'en dessous de l'inflation. Et mettre 12 milliards aujourd'hui dans les rénovations thermiques, alors que vraiment le bilan de MaPrimeRénov' est pour l'instant catastrophique. Il y a finalement très peu de logements qui ont été sortis de passoires thermiques, très peu de logements qui ont connu une rénovation globale. C'est finalement le gouvernement qui n'est pas responsable quand il a en face de lui des amendements qui permettraient de mettre 12 milliards, c'est-à-dire le paquet, dans la rénovation thermique. Donc là, le gouvernement s'est dit, bon, on arrête. La partie suivante, c'était ce qu'on appelle la cohésion territoriale, c'est-à-dire on allait s'occuper des budgets des collectivités, où là, il se sait minoritaire, parce qu'en gros, pour aller vite, il compte sous-traiter l'austérité aux collectivités. Il sait que toutes les oppositions auraient été d'accord pour le refuser. Et donc, il a décidé son 49.3 avant de passer à cette partie. Voilà comment, globalement, le budget est parti au Sénat, parce que vous savez qu'une fois qu'il passe à l'Assemblée, il part au Sénat, d'où il reviendra à l'Assemblée. Et on peut supposer que le gouvernement aura aussi à faire, respecter, entre guillemets, sa loi, le terme est un peu impropre, avec le 49.3. Donc voilà où on en est, donc un gouvernement fragilisé, parce que quand vous avez besoin d'autant de 49.3 pour faire passer vos budgets, c'est que c'est l'arme des faibles, en réalité, de passer ainsi en force sur cette situation. Alors il va falloir surveiller, du coup là je me retrouve à un moment où je ne suis plus jour et nuit à l'Assemblée, puisque le budget pendant 2 semaines ne va plus être ma principale occupation à l'Assemblée, mais on va surveiller la manière dont il va revenir du Sénat, et notamment j'attire votre attention sur un article du projet de loi de finances de la sécurité sociale que la majorité sénatoriale, c'est-à-dire la droite, a amendé, l'a placé dans le budget initial, qui est un article qui recule l'âge de la retraite à 64 ans. Voilà, surveillons ça parce que
ça pourrait peut-être être les prémices d'un compromis entre la majorité et la droite sur la réforme des retraites, avec évidemment ce que nous refusons de manière catégorique, c'est-à-dire le recul de l'âge de la retraite. Bon, ça c'est la question budgétaire. Alors, il y a eu un autre débat quand même intéressant, cette fois-ci sur le projet de loi de finances rectificatif, ce qu'on appelle le PLFR. On adore les acronymes dans les finances et j'essaye d'en utiliser le minimum parce que PLFR, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire avant de commencer d'être député, donc j'imagine que vous aussi. C'est tout simplement des rectifications du budget en cours d'année. Et là, il y en a eu une l'été dernier qui a déjà eu lieu, et là c'était la dernière, c'est-à-dire qu'on rectifie le budget 2022. Bon, très franchement, ce PLFR qui a été proposé, ce n'était pas celui qui posait le plus de problèmes, parce que c'était l'extension du chèque énergie jusqu'à la fin de l'année, c'était de l'aide aux universités pour leurs factures énergétiques, de carburant aux armées, c'était une aide aussi pour les agriculteurs après les crises de sécheresse de cet été. Donc il y avait un ensemble de mesures qui n'étaient pas forcément celles que nous aurions mises en place, ce n'était pas la méthode avec laquelle nous l'aurions mis en place, mais ce n'était pas le même genre d'horreur que par exemple le budget que nous examinons en ce moment. Et donc on a abordé avec l'idée d'essayer de faire passer des amendements. Voilà. Et on a réussi, quand je dis on, c'est les oppositions et principalement la NUPES, on a réussi à faire passer quand même 3 amendements très importants. Un, c'était l'augmentation de l'aide alimentaire. Vous savez que l'aide alimentaire explose dans le pays, plus de 8 millions de personnes y ont recours. Donc ça a été augmenté de 40 millions pour donner aux associations pour atteindre la fin de l'année. Il y a une deuxième aide qui était le fait d'aider les gens qui ont des chaudières à bois, parce qu'on a essayé de favoriser ces chaudières par rapport à celles au fioul. Et paradoxalement, les propriétaires de chaudières à fioul avaient des aides depuis quelque temps et pas ceux qui utilisent du granulé ou du bois. Donc c'est chose faite à hauteur de 250 millions d'euros. Et une troisième qui était celle que je portais plus spécifiquement, suite à ma visite au centre municipal de santé de Saint-Ouen, j'avais rencontré les soignants qui me disaient nous, on n'a pas eu le droit au Ségur, voilà, parce qu'on est des soignants qui avons affaire, qui sommes embauchés par les communes, on n'a pas eu droit au Ségur. Et donc j'ai réussi à faire passer un amendement qui est l'amorce d'un fonds de plusieurs millions d'euros pour aider les communes désireuses de donner cette prime, j'espère que le maximum le seront, et qui n'ont pas les moyens de le faire parce que leur budget ne suit pas. Et donc voilà, c'est un fonds qui a été amorcé, j'en suis assez content, ce qui a été dans un des débats du PLFR. Bon, ça, c'est la partie budget. Vous avez compris qu'on est un peu un entre-deux, un mi-temps. Ça va revenir du Sénat et on en reparlera d'ici là. Cette semaine, à l'Assemblée, au moment où je vous parle, autre loi importante qui passe, c'est la loi LOPMI, qui vise, en gros, pour aller, si je résume, à donner 15 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans, surtout pour les aspects répressifs de la police, avec différents aspects, et notamment quelque chose qui nous pose un vrai problème, qui est le développement de l'amende forfaitaire délictuelle. C'est quoi? C'est ces amendes qui pourront être données avec inscription au casier judiciaire à toute personne qui finalement contrevient à l'ordre social. Voilà. Des étudiants, des lycéens qui bloquent un lycée, qui manifestent, même des manifestants d'ailleurs de manière un peu globale, eh bien ils pourront se voir attribuer cette amende qui ira quand même de 500 à 1600 euros. Donc on voit bien que c'est une espèce de pénalité financière qui évidemment pourra se distribuer assez facilement et qui est une criminalisation, une intimidation supplémentaire de tous les mouvements sociaux, écologiques, de la jeunesse, etc., que nous contestons. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que, pas forcément sous le nom d'amende forfaitaire délictuelle, c'est que ça fait maintenant des années, et plus particulièrement pendant le Covid, que les jeunes des quartiers, moi je le vois dans ma circonscription, subissent comme ça une espèce de pression sociale à travers des amendes. Je ne compte plus le nombre de jeunes qui, par exemple, pendant du Covid, ont reçu des amendes chez eux, soi-disant parce qu'ils n'avaient pas de masque, alors qu'ils n'avaient même pas vu les policiers leur donner cette amende. C'est vrai aussi pour des problèmes de circulation et autres. Et au bout d'un moment, des fois, c'est des sommes, mais énormes. Il y a des associations qui travaillent là-dessus et je compte aussi m'y intéresser pour dénoncer cet état de fait qui est une espèce de criminalisation rampante, quotidienne et par l'argent des quartiers populaires. Bon, donc c'est la LOPMI, on va suivre ça avec attention. Autre thème qu'on va essayer de porter dans cette LOPMI, c'est en lien avec une proposition de loi que j'avais portée sur les 5 dernières années, c'est celle sur le récépissé de contrôle d'identité. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un rapport du Conseil d'État qui a validé
l'idée qu'il y avait un problème dans les contrôles policiers. Alors, il n'utilise pas le terme contrôle faciès, qui était utilisé par le défenseur des droits, ni le caractère systémique de ce contrôle faciès, qu'utilisait aussi le défenseur des droits dans plusieurs études de ces dernières années. Enfin, il dit qu'il y a un problème, parce qu'effectivement, les chiffres montrent que, en gros, selon votre couleur de peau, vous avez plus ou moins de risque d'être contrôlé. Donc là-dessus, moi j'avais proposé le récépissé de contrôle d'identité, c'est-à-dire qu'un policier soit obligé d'expliquer pourquoi il vous demande votre identité, qu'il vous laisse un papier vous permettant comme ça d'en faire un acte de police qui n'est pas banal, qui n'est pas quotidien, qui n'est pas quelque chose qu'on doit forcément accepter quand en plus vous n'avez rien fait. Et donc je reposerai très certainement, je défendrai un amendement sur cette question. Deux autres thèmes rapidement. La première, c'est que là, il se trouve que je vais être un peu moins pris par le budget, donc je compte bien me réoccuper des mobilisations sociales. J'ai toujours souhaité qu'en tant que député, rester un député militant, aller aider les mobilisations sociales, les mobilisations citoyennes. Je suis content parce que la semaine dernière, j'ai essayé de me mobiliser pour un jeune aidé par le mouvement La Chapelle Debout, qui font un boulot extraordinaire vis-à-vis des migrants et des gens qui demandent le droit d'asile. Et on a réussi comme ça à éviter un OQTF d'un jeune qui s'appelle Khaled Oued, qui est un Soudanais, qui était d'une région du sud du Soudan, où si on l'avait expulsé comme c'était prévu, il risquait carrément sa vie. Et je suis content que le tribunal administratif ait finalement décidé d'annuler cet OQTF. Voilà, c'est le genre d'action concrète qui donne aussi du sens à ce que nous faisons et qui, quelque part, nous permet aussi d'utiliser à bon escient notre mandat de parlementaire. Aujourd'hui, par exemple, je serai aussi en soutien à Gaël Kirant, qui est un syndicaliste de la Poste du 92 qui subit une véritable discrimination syndicale depuis maintenant des années et qui passe en procès aujourd'hui à Versailles. Je vais aller le soutenir, voilà, parce qu'il le mérite, parce que c'est des syndicalistes de combat. Et évidemment, la Poste n'apprécie pas d'avoir affaire à des syndicalistes de combat qui en plus réussissent parce que sous son initiative, d'impulsion, Sud PTT était devenu le premier syndicat de Hauts-de-Seine de la Poste. Donc je serai tout à l'heure à ses côtés, comme je serai dans les jours à venir aux côtés des salariés de Géodis qui sont toujours en grève à Gennevilliers, à côté de ma circonscription, juste de l'autre côté de la Seine, et donc je vais aller les soutenir. Deux autres thèmes rapidement sur lesquels je souhaitais vous entretenir, de ce qui va aussi faire mon actualité dans les semaines à venir, c'est la question des paris sportifs. Voilà, c'est un sujet qui avait un peu défrayé l'actualité il y a quelques temps, parce que vous savez que Mbappé avait refusé le sponsoring d'entreprises qui font du pari sportif, qui est un vrai problème d'addiction chez beaucoup de jeunes avec énormément de sommes engagées, et qui est un peu un domaine dans lequel pas loin, tout est permis ou presque, en termes de publicité, en termes de promotion. Vous savez que autrefois, la question des jeux était très contrôlée par l'État, c'était des entreprises publiques qui s'occupaient des jeux, et là maintenant tout ça a explosé, et notamment sur les paris sportifs, il y a un vrai problème, surtout avant les Jeux Olympiques, avant la Coupe du Monde de football qui va avoir lieu. J'ai vu que Stéphane Troussel, le président du Conseil général de 93, s'en empare, souhaite qu'il y ait une véritable sensibilisation. Moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin, et je compte le mettre comme un des sujets de la Commission des finances dans les mois à venir, pour faire en sorte qu'on s'intéresse à la partie, j'allais dire fiscale, à la partie financière de ces paris sportifs qu'il faut absolument réguler de manière beaucoup plus importante, parce que c'est véritablement une addiction et qui coûte très cher à beaucoup de jeunes de 15 à 17 ans, alors que les paris sont interdits aux mineurs normalement. Autre sujet, les Jeux Olympiques, là aussi avec un sujet qui me préoccupe. Pourquoi ? Tout simplement parce que du fait du prix de l'énergie, de l'inflation, comme on pouvait s'y attendre, le budget des JO va certainement augmenter considérablement. Et aujourd'hui, chacun est en train un peu de se refiler la patate chaude, c'est-à-dire savoir qui va payer cette augmentation. Notamment, est-ce que les collectivités vont devoir mettre la main à la poche d'une manière ou d'une autre ? Et vous savez que j'ai pas mal de collectivités intéressées par ce sujet sur ma circonscription, qui est un peu le cœur des JO, avec Saint-Denis, Saint-Ouen, Île-Saint-Denis, etc. Donc là, c'est aussi un sujet dont je compte m'emparer dans les semaines à venir pour justement que ce ne soit pas ces collectivités territoriales qui pâtissent de ce dépassement budgétaire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Dernier point, enfin, c'est que je reviens à la commission des finances plus particulièrement. Je vais lancer, comme je vous en avais parlé, cette mission d'information sur la fiscalité des entreprises. Elle va démarrer là, dans les jours à venir, elle est officialisée. J'en serai co-rapporteur. Et là, l'idée, c'est simple, c'est de savoir pourquoi, je vous le rappelle, les PME payent plus d'impôts que les très grosses entreprises et que dans les très grosses entreprises comme Total ne payent aucun impôt sur les sociétés, qui est une chose assez aberrante quand on voit les bénéfices que va faire encore Total cette année. Voilà, ça va être un sujet qui va m'occuper pour les 6 prochains mois au niveau de la commission des finances. Voilà, à bientôt pour le 3e épisode.